Voilà, vous venez de voir justement un commentaire qui explique un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Nous parlerons essentiellement de la visite, de la tournée asiatique du président Abdel Fattah el-Sisi. Ça a été aussi notre sujet principal d'hier. On a parlé du suivi de ces visites par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement, lui aussi, fait sa part de son travail et il y a un certain suivi entre le gouvernement égyptien et les pays auxquels le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu. Aujourd'hui, on va parler un petit peu plus d'un point de vue journalistique et les différents accords, comment l'Égypte peut bénéficier justement de ces visites. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Nesrine Chokri, une collègue, une journaliste. Bonjour. Bonjour. Alors, hier, en effet, la question c'était est-ce qu'on a besoin de toute cette tournée dans les différents pays? Il y a eu une tournée asiatique, européenne, là c'est la deuxième asiatique. Est-ce que l'Égypte a besoin de ces déplacements dans ces différents pays, ou est-ce que non, au contraire, c'est encore trop tôt? Je crois que le président de la République a essayé lui-même de répondre à cette question dès son arrivée au pouvoir, en insistant sur le fait qu'il espère, disons, diversifier les partenaires stratégiques de l'Égypte et non pas seulement adopter les anciennes écoles qui étaient adoptées par ses prédécesseurs, c'est-à-dire uniquement avoir comme alliés les États-Unis ou l'Europe. Donc il y a vraiment une insistance à se tourner vers d'autres partenaires stratégiques dans le monde entier. Et je crois qu'à l'époque où nous sommes avec la globalisation, cela s'avère, je dirais, urgent même, pas seulement important ou d'extrême importance, mais urgent. Pourquoi? Pour de nombreuses raisons. D'abord, l'Europe et les États-Unis vivent une période de crise économique, cela n'est pas un secret, mais aussi ils ont leur, je dirais, desseins politiques qui parfois ne se recoupent pas et ne servent pas véritablement aux intérêts égyptiens. Donc il est clair que le président de la République, M. Abdel Fattah el-Sisi, a décidé de concevoir de manière un peu différente comment réaliser ces intérêts-là, même si en recourant à de nouveaux partenaires. Il est à signaler que depuis plusieurs années, même du temps où l'ancienne ministre de la coopération internationale, Mme Faiza Abu-Naga, était au bureau, l'Égypte déjà avait commencé à se tourner vers un pays comme le Japon pour son expérience dans le domaine de l'énergie et pour aussi... de l'éducation également, ça c'est primordial pour nous actuellement. Exactement, mais aussi parce que le Japon est parmi les pays qui vraiment offrent, je dirais, une aide parfois non conditionnée ou qui n'est pas liée réellement à des enjeux politiques. Donc je crois que c'est un bon choix, cette tournée asiatique. Les pays qui ont été choisis démontrent que le président a bien calculé ses pas et que l'Égypte devrait, je dis bien devrait parce qu'il y a toujours le suivi avec le gouvernement qui parfois ne va pas de pair avec les élans du président de la République, qui devrait vraiment servir aux intérêts suprêmes du pays. Oui, alors, Japon, Corée du Sud, on peut comprendre, sont des pays, des grands pays sur la scène économique industrielle également. Un pays qu'on découvre, peut-être qu'on ne connaît pas trop au Kazakhstan. Pourquoi ce pays s'avère important actuellement et pourquoi... en regardant les accords qui ont été signés, on voit qu'il y a vraiment des perspectives et des projets de l'avenir qui vraiment peuvent être au profit des deux pays. Parlez-nous un peu de ce pays exact. Alors, pourquoi le Kazakhstan? Et là, je vais vous demander de peut-être faire un petit flashback du temps de Moubarak en 2008-2009. Je ne me rappelle pas exactement la date, mais c'était avant 2010, 2008 je crois. Quand il y a eu la crise mondiale, il y a eu aussi une crise alimentaire dans le monde et les prix du blé avaient vraiment atteint des records imbattables à l'époque. Et le président Moubarak avait opté à l'époque aussi pour le Kazakhstan pour se munir en blé. Nous parlons d'un pays comme l'Égypte qui a toujours besoin de blé, avec une surpopulation qui continue à augmenter, avec aussi, comme on voit actuellement, de nouvelles crises peut-être alimentaires qui seraient en perspective. Donc je crois que
d'un point de vue sécurité alimentaire, il est de l'intérêt de l'Égypte de pouvoir renforcer ses liens avec un pays comme le Kazakhstan. Mais aussi, il y a depuis plusieurs années, peut-être c'est surtout pour les personnes qui travaillent dans le cadre de l'enseignement universitaire qui le savent, il y a depuis plusieurs années des accords universitaires qui ont été signés entre l'Égypte et le Kazakhstan et parfois quelques professeurs égyptiens sont partis pour enseigner dans des universités dans ce pays. Donc c'est aussi un pays qui a appuyé, comme a dit hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors de son discours, de son allocution à l'université de Nazarbayev. C'est aussi un pays qui a, dès le début, appuyé la volonté du peuple égyptien lors de la révolution du 30 juin, donc un partenaire plus ou moins idéal. Et c'est aussi un pays que l'Égypte a appuyé lors de son indépendance en 1991. Donc c'est vraiment un pays avec lequel on peut trouver des points communs et à partir de ces points communs, on peut bâtir vers d'autres éléments. Mais la visite d'hier n'avait pas seulement le sens traditionnel, c'est-à-dire continuer tout le partenariat qui existait déjà avant, comme le partenariat en ce qui concerne l'éducation ou l'achat de blé, mais le président l'a bien signalé lui-même que sa visite aujourd'hui au Kazakhstan vise surtout à ouvrir de nouveaux horizons de coopération. Et c'est ce qui a été suivi, son discours a été suivi non seulement par des rencontres culturelles et intellectuelles, mais aussi par une réunion avec le Forum d'affaires égypto-kazakh dans l'objectif de booster des investissements kazakhs en Égypte. On a aussi fait un peu la propagande de l'axe du canal de Suez dans l'espoir de voir des investisseurs kazakhs investir en Égypte, mais aussi une nouvelle débouchée peut-être pour le secteur du tourisme qui connaît une période assez grave et délicate quand même. Un essai de la part du président de la République d'attirer de nouveaux types de touristes. Les touristes kazakhs qui pourraient bien sûr venir en Égypte. Et d'ailleurs, on a vu hier le lancement d'une ligne aérienne entre les capitales de deux pays. Donc, ce qui veut vraiment dire que ce n'est pas un déplacement juste dont l'objectif serait de faire une propagande publicitaire ou une campagne médiatique qui accompagne le président de la République, mais c'est vraiment chercher de manière nouvelle et un peu, je dirais, futuriste de relancer certains secteurs qui connaissent une stagnation en Égypte par de nouveaux outils et par de nouveaux partenaires. Alors on a été aussi surpris de voir que l'un des sujets aussi qui a été abordé durant les discussions, notamment avec le Premier ministre kazakh, c'est la lutte contre le terrorisme. Le Kazakhstan est très réputé pour ce domaine-là et apparemment aurait même des éléments qui pourraient intéresser l'Égypte dans ce domaine-là. Oui, en fait, la lutte contre le terrorisme, comme l'a souligné hier aussi le président de la République dans son allocution, c'est vraiment un des grands problèmes majeurs et des grands challenges auxquels fait face l'Égypte. Et par conséquent, le président l'a dit hier tout court, il cherche des partenaires internationaux qui pourraient vraiment coopérer avec l'Égypte de sorte à éliminer ce grand danger. Parce que, vous savez, le terrorisme, c'est un peu comme un calvaire quotidien, c'est-à-dire peu importe les efforts qui seront déployés sur le plan économique, touristique, social, il y aura toujours ce calvaire qui viendra achever tous les efforts déployés. Donc le président de la République n'avait pas véritablement d'autre choix que d'essayer de l'éradiquer et s'adressant au côté kazakh, je crois que cela pourrait vraiment permettre à l'Égypte de bénéficier, d'autant plus que c'est pas seulement histoire d'expérience aussi, c'est aussi le fait qu'il y a cette entente mutuelle qui fait que l'Égypte vraiment fait confiance aux intentions kazakhs vis-à-vis de l'Égypte. Et par conséquent, je crois qu'on aura un fruit
je l'espère bien, plus positif en matière de lutte contre le terrorisme. D'ailleurs, si on parle du volet économique ou touristique, on peut même remarquer que le discours du président Abdel Fattah el-Sisi, lors de ses différents déplacements au Kazakhstan, était surtout marqué par le terrorisme, c'est-à-dire que dans son discours, le terrorisme s'est taillé la part du lion. Donc espérons que cela vraiment donne des fruits dans la prochaine période. Alors le Japon, un pays admiré non seulement par les Égyptiens, mais par le monde entier, connu par un développement économique, scientifique très impressionnant. Alors cette étape de la visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Japon aujourd'hui, selon vous, quel genre d'accord sera signé et comment l'Égypte peut-elle vraiment profiter sur le terrain d'une telle visite actuellement? Alors, le Japon, c'est un pays qui se caractérise par, comme vous le dites, par de nombreux exploits. C'est un pays qui a su, après la Deuxième Guerre mondiale, repartir à zéro dans des conditions très difficile et pourtant il a su s'imposer dans nombre de domaines. La culture japonaise est bien différente de la culture égyptienne parce que c'est une culture qui est surtout basée sur la valeur du travail comme importance pour valoriser la société et l'individu, ce qui n'est pas vraiment une culture très égyptienne, mais il n'empêche que la culture japonaise reste une culture orientale et que certaines valeurs sont plus ou moins communes, comme par exemple, c'est quand même une société patriarcale où l'homme ou le père de famille est valorisé. Donc, à partir de ces points communs-là, nous pouvons bâtir dans plusieurs domaines. D'abord, le domaine de l'énergie, parce que c'est je dirais un casse-tête pour le gouvernement actuel, d'autant plus que la période de l'été approche et bien sûr il y aura la consommation cauchemardesque de l'électricité de chaque année, donc un vrai casse-tête. Donc il a été déclaré d'ailleurs par l'ambassadeur M. Ala Youssef, qui est le porte-parole de la présidence, que la majorité des accords vont porter surtout sur le domaine de l'électricité et on parle surtout de création de centrales électriques, mais aussi des centrales qui fonctionnent à partir de l'énergie solaire. Donc là, on aura vraiment peut-être un nouveau une nouvelle perspective, parce que déjà avec la Russie, on a tenté la perspective du nucléaire. Alors là, avec le Japon, il y a la perspective du solaire. Donc il est clair qu'on cherche à exploiter les ressources naturelles égyptiennes pour produire de l'énergie. D'autres domaines aussi seront à l'ordre du jour avec le Japon. Il y aura aussi la possibilité d'accord sur l'éducation. Parce que aussi l'éducation, c'est un grand problème en Égypte. C'est un grand problème qui, on peut dire même, a bousillé tous les autres secteurs de développement en Égypte parce que nous n'avons pas de jeunes cadres bien formés. Et de plus en plus, quand vous avez un contact direct avec les jeunes générations qui ont 18, 19 ans, 20 ans, vous êtes vraiment de plus en plus choqués. C'est-à-dire de génération à l'autre que c'est le système éducatif a produit des personnes qui sont devenues avec le temps incapables d'être, je dirais, d'apprendre à nouveau. Donc c'est le pire, la pire des choses qui s'est passée. Et je crois que peut-être avec le Japon, on pourra trouver une solution parce que vous savez que la culture japonaise dans les classes peut se rapprocher un peu de la culture égyptienne parce que c'est une culture où le nombre d'élèves dans les classes n'est pas inférieur. C'est pas comme en Europe où on parle d'une vingtaine. Dans les écoles au Japon, certaines écoles pourraient arriver jusqu'à... Mais il faut dire qu'elles sont très strictes, leurs écoles. Hein. Voilà, elles sont très strictes. Très bien organisées, c'est ça. Là, c'est ça. Peut-être qu'on a besoin de revoir l'image du professeur parce que l'image du professeur au Japon, c'est le professeur roi qui est là pour contrôler tout. C'est pas le professeur à l'européenne qui est plutôt un modérateur ou un animateur. Peut-être que, en fonction du fait que nous avons une même culture orientale que le Japon, nous n'avons pas vraiment besoin du professeur qui serait modérateur et animateur, surtout à cette période-là où les écoles sont devenues quand même chaotiques. Peut-être que nous avons besoin de faire un retour vers l'image du professeur roi, vers le cours magistral, avant, pour mettre de l'ordre, avant ensuite de nous élancer vers un autre ciel d'enseignement. Cette visite aussi acquiert une importance particulière
particulière parce qu'il faut savoir que c'est la première visite depuis 16 ans d'un président de République égyptien, donc c'est vraiment... Tandis que le Japon, c'est un pays très important, comme vous venez de pas seulement un dire, pays très important, sur plusieurs moi, niveaux. même en tant que journaliste, j'ai assisté à plusieurs réunions de travail où le côté japonais insistait vraiment à coopérer avec l'Égypte. Alors c'est très triste que nous n'avons pas exploité cette situation bien auparavant. D'autres choses qui va marquer aussi, une autre chose qui va marquer ce voyage et qui sera vraiment important, c'est que le président Abdel Fattah el-Sisi va faire un discours, d'après certains vus comme étant historique, au Parlement japonais. Donc là, il y aura vraiment, il est clair qu'il y a vraiment une intention, une volonté égyptienne à revigorer les relations avec le Japon. Alors ça, c'est la vision politique. Oui. Pour le suivi de cette vision politique, la signature des accords, comment peut-on garantir que sur le terrain, vraiment, nous allons aboutir à bien gérer ces projets, à bien gérer ces accords, parce qu'on entend parler beaucoup de temps sur des grands projets, des grands accords signés, mais en fait, la réalisation, piétine un peu. Pourquoi ? Et je vais même rajouter que les gens commencent à se demander, est-ce qu'il y a un intérêt à toutes ces visites, puisque au final, on ne ressent rien sur le terrain, quoi. Alors, le problème, dans ce que vous dites, vient de deux éléments. Le premier, c'est les médias. Et le deuxième, c'est le gouvernement. Mais le gouvernement n'est pas responsable à 100%. Le problème des médias, c'est que parfois, ils amplifient les choses. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que, ça je l'avais bien dit du temps du Forum économique de Sharm el-Sheikh, j'avais beau dire, faites attention, ces projets ne vont pas être réalisés dans l'espace de 1 an, 2 ans, ce sont des projets à long terme. Les médias voulaient vraiment mettre le focus sur un seul élément. Nous avons attiré je ne sais pas combien de milliards d'investissements. Oui, nous avons attiré tous ces milliards d'investissements et le gouvernement n'a pas piétiné à les réaliser. Tout simplement, il faut très bien lire entre les lignes, c'est-à-dire pas lire seulement les titres et les manchettes. Ces milliards d'investissements, ils vont être réalisables sur combien d'années ? Oui. Ça, c'est très important à dire. C'est un détail qui fait la différence. Oui, vraiment. Alors, le président, s'il part aujourd'hui au Kazakhstan et au Japon, il est en train de signer des accords qui vont faire quoi ? C'est-à-dire que, est-ce qu'on parle d'accords qui vont être, par exemple, l'énergie solaire ? C'est pas un domaine où nous allons vraiment être des rois du jour au lendemain, même pas dans 2-3 ans. C'est vrai que la situation dans le pays est catastrophique et nous avons besoin d'avancer très rapidement, mais aussi il faut savoir que nous ne pouvons pas avancer beaucoup plus rapidement que c'est possible. Et il y a eu de l'amélioration, il faut le dire, il y a dans le domaine de l'amélioration pour l'électricité. l'électricité. Au moins nous n'avons pas de coupure, même s'il y en a, c'est très rarement et de très courte durée, après des journées entières dans le noir, sans électricité. Donc là, il faut le reconnaître. Ça, c'est un premier élément qu'il faut prendre en considération. Un autre élément, moi je trouve que le gouvernement actuel perd une grande partie de son énergie et de son travail et de son temps et de son effort à calmer l'insatisfaction des Égyptiens. Et même si ces insatisfactions sont réelles, je ne dis pas qu'elles ne sont pas réelles, je ne dis pas que les Égyptiens n'ont pas le droit de mettre, je dirais, l'accent sur les i, parce qu'il y a vraiment de graves négligences qui sont claires, mais aussi nous sommes devenus un peuple râleur. C'est-à-dire que nous râlons pour souvent des choses qu'on a acceptées pendant des décennies. Et maintenant, aujourd'hui, on n'arrive plus. Tout changer, on veut tout changer et maintenant. Oui, C'est vrai. c'est vrai. C'est ce qui est impossible. Ce qui fait que 70% de l'énergie du gouvernement n'est pas concentrée sur les grands dossiers. Il est plutôt concentré sur le fait de calmer les citoyens. Et souvent, le gouvernement ne peut plus continuer. Il est changé par un autre gouvernement, non pas en raison de son véritable échec, mais plutôt en raison du fait qu'il n'a pas su calmer, il n'a pas su adopter une langue de bois un peu, qui veut dire parler pour ne rien dire, mais pour calmer. Donc, ça c'est vraiment les deux éléments. Il y a aussi un troisième élément. Ce que je vais vous demander, est-ce que le peuple aujourd'hui aussi a oublié le rôle réel d'un président ? C'est-à-dire que le président ne détient pas tous les pouvoirs. Aujourd'hui, on lui attribue
toutes les choses positives et négatives. C'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis plusieurs années, il y a vraiment un mélange. C'est-à-dire, depuis plusieurs années, on vous dira, mais ce journaliste, pourquoi il ne propose pas des solutions? Avec tout mon respect, le rôle de la presse et des médias n'est pas de proposer des solutions. Si le journaliste, et moi-même j'en suis une, et vous êtes des journalistes aussi, si notre rôle est de trouver des solutions, alors pourquoi nous sommes journalistes? Pourquoi nous ne sommes pas ministres? Notre rôle, c'est de mettre l'accent sur les problèmes. Donc ça, c'est juste un exemple. Dans tous les domaines, il y a ce mélange de cartes. Un parlementaire, il n'a pas le rôle de régler le problème d'une région X ou d'une région Z ou d'un quartier. C'est pas son travail d'aller recevoir les CV des habitants du quartier pour trouver du travail pour leurs enfants. Son rôle, c'est de mettre en place des législations qui seraient dignes de l'Égypte. Il y a un mélange de cartes. Il y a un mélange de cartes dû au fait que les médias, malheureusement, ont échoué à définir le rôle de chaque personne. Il y a un mélange de cartes dû à l'ignorance et un système éducatif qui a échoué à vraiment former des esprits qui pensent. Il y a un mélange de cartes dû à la pauvreté et aux années d'insatisfaction qui se sont accumulées et qui ont fait qu'il y a un grondement populaire. On cherche à trouver des solutions sans véritablement peser les éléments les plus importants. Donc pour tout cela, il y a une vision auprès du citoyen qui n'est pas claire et que par conséquent, il commence à mélanger les cartes. C'est comme par exemple, sans citer de nom, mais lorsque je vois qu'un programme télévisé met l'accent sur un incident, un palmier est tombé sur une route et puis des enfants ont été blessés. Je ne dis pas que le gouvernement n'a pas de responsabilité à 100%, mais c'est une catastrophe naturelle. Voilà, c'est une catastrophe naturelle dans tous les pays du monde. Un palmier qui tomberait, c'est pas vraiment la responsabilité du gouvernement. Qu'on fasse un programme de 1h30, et là je plaisante pas, c'est ce que j'ai bien vu, pour écouter les parents des victimes et pour attaquer le gouvernement, je m'excuse, on est en train de perdre l'énergie du gouvernement et des victimes aussi, parce qu'ils ont un esprit qu'ils ont été malmenés ou négligés et qu'on va dans le mauvais sens. Donc une grande partie de l'énergie du gouvernement est perdue. Mais aussi, malheureusement, nous n'avons pas de véritables politiciens au gouvernement. C'est ça. Parce que depuis plusieurs années, on n'a pas formé une nouvelle génération de l'éducation. Si on prend le Japon comme exemple, oui, là-bas, le travail, c'est une valeur, la plus grande valeur pour tout le monde, pour l'individu, avant même le gouvernement, mais également comme l'individu, il fait bien son travail. Également, le gouvernement, il est très bien observé. On a vu plusieurs cas où le Premier ministre japonais a dû démissionner et pour des raisons qu'on trouve ici très banales. Oui, mais c'est pas seulement c'est-à-dire, c'est comme vous avez dit, ça commence pas auprès du gouvernement. Non, ça commence au plus grand, oui. Voilà, ça commence auprès du peuple. C'est ce qu'on doit transférer du Japon en Égypte. C'est très difficile de le transférer parce que là, il faut beaucoup travailler sur la culture et pas seulement l'éducation. C'est pas une question d'éducation, c'est une question de culture générale. La vraie crise de l'Égypte réside dans le fait que nous avons une crise de valeurs. Exact. C'est vrai. C'est-à-dire que les visions sont mélangées. Les gens les plus simples, les moins corrompus, ils ont aussi un mélange de valeurs. Donc nous avons besoin de travailler sur la culture générale. Si on ne peut pas imposer la culture générale, si on ne peut pas la transmettre, il faut l'imposer. Il faut l'imposer par des lois tranchantes, fermes, applicables à tous. Les lois existent, mais il faut les appliquer. On a tout genre de lois, mais l'application... Nous avons des lois qui sont plutôt liées à des crimes. Moi, je parle des lois quotidiennes très simples. C'est-à-dire des choses qui apprendraient plutôt aux gens quoi faire et quoi ne pas faire dans la rue. Comme les règles d'éthique. La courtoisie que nous avons plus. Comme le règlement de l'école, en fait. La courtoisie que nous avons oubliée, par exemple. Et si quelqu'un prend le métro, les gens sont très gentils, très sympas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas sympas. Mais il y a, par exemple, la courtoisie de l'espace personnel que les Égyptiens ont oublié. Oui, c'est ça qui doit être enseigné dans les écoles. Pas uniquement les programmes scolaires, mais également les personnes ces valeurs. qui travaillent dans